Regarde ton thermostat maintenant. Peut-être qu'il affiche 20 degrés Celsius, peut-être 22 degrés Celsius. Tu l'as réglé une fois, puis tu n'y as plus pensé. Mais pendant plus de 300 000 ans, chacun de tes ancêtres a dû affronter le même problème chaque hiver. Et ils n'avaient pas de thermostat, pas d'isolation, pas de mur, seulement leurs mains, des os d'animaux et un froid si brutal qu'ils tueraient un humain moderne en quelques heures. Alors comment ont-ils fait pour non seulement survivre, mais prospérer ? La réponse n'est pas celle que tu imagines, et elle changera définitivement ta façon de voir ton propre foyer. Commençons par comprendre ce que ce froid représentait réellement. Nous parlons de températures descendant jusqu'à moins 40 degrés Celsius sur les steppes d'Eurasie. Pas le froid que tu ressens en marchant jusqu'à ta voiture. Le genre de froid où la peau exposée commence à mourir en quelques minutes, où respirer fait mal, où le vent ne se contente pas de te refroidir, il te traque. Un humain moderne abandonné au cœur d'un hiver glaciaire sans préparation serait probablement mort avant le lever du soleil. L'image populaire est toujours la même, des hommes préhistoriques tremblants, recroquevillés autour d'un petit feu, survivant à peine à la nuit, mais l'archéologie raconte une histoire complètement différente, une histoire d'ingénieurs. Et voici la première chose que l'archéologie a longtemps mal comprise à propos de nos ancêtres. Ils ne vivaient généralement pas dans des grottes. À Kostenki, en Russie, des chercheurs ont découvert des dépressions circulaires datant de dizaines de milliers d'années, profondes de près de 2 mètres et larges de plus de 3 mètres. Ce n'étaient pas des formations naturelles. Les marques d'outils présentes dans le sol prouvent qu'elles avaient été creusées volontairement. Pourquoi ? Parce qu'à environ 2 mètres sous la surface, la température du sol reste de 10 à 15 degrés plus chaude que l'air extérieur. Nos ancêtres ne combattaient pas le froid, ils passaient en dessous. Mais la véritable sophistication est apparue plus tard. À Dolní Věstonice, en République tchèque, il y a environ 26 000 ans, les archéologues ont découvert des abris d'hiver dont les murs étaient composés de plusieurs couches. Chaque couche remplissait une fonction thermique précise. À l'intérieur, des peaux animales avec la fourrure tournée vers l'intérieur afin de retenir l'air chaud autour des corps. Ensuite, de l'herbe sèche et de la mousse pour évacuer l'humidité. À l'extérieur, des nattes tressées de roseaux et d'écorce résistantes au vent mais suffisamment respirantes pour permettre à l'humidité de s'échapper avant qu'elle ne gèle. Ce n'était pas du bricolage primitif, c'était de l'ingénierie thermique délibérée. Exactement le même principe que l'isolation utilisée dans nos maisons aujourd'hui. Les matériaux étaient assez différents, la physique était identique, et c'est là que l'histoire devient extraordinaire. En Ukraine et en Russie, sur des sites comme Mezhirich et Kostenki, les chercheurs ont découvert quelque chose qui a stupéfié les archéologues. Des maisons, pas des grottes, pas de simples coupe-vents, de véritables bâtiments conçus avec méthode, construits entièrement à partir d'os de mammouth laineux. Imagine la scène, des crânes de mammouth de plus de 90 kg servant de fondation, des défenses courbées formant l'ossature d'un dôme, des centaines d'os plus petits comblant les espaces et renforçant la structure. Le tout recouvert de couches de peau de mammouth cousues ensemble, assez épaisses pour bloquer le vent et suffisamment bien façonnées pour faire glisser la neige. Ce n'est pas un instinct de survie, c'est de l'architecture. Les reconstructions expérimentales ont confirmé ce que suggéraient les fouilles. Une maison en os de mammouth, correctement construite, pouvait maintenir une température intérieure de 20 à 30 degrés plus élevée que l'air extérieur avec seulement quelques feux modestes. Certaines installations arctiques modernes ne font pas mieux. Réfléchis-y. Des bâtisseurs de l'âge de pierre utilisant uniquement des os, des pots et des outils en pierre atteignaient des performances thermiques comparables à celles de l'ingénierie moderne. Mais rien de cela n'aurait fonctionné sans le feu. Et le feu n'était pas seulement une source de chaleur, c'était le système central de la vie hivernale. Les systèmes de chauffage à l'intérieur de ces habitations étaient remarquablement élaborés. Un foyer principal fournissait la chaleur essentielle. De plus petits foyers étaient répartis autour du périmètre afin de créer différentes zones de chaleur. Ici, on préparait la nourriture. Là, on fabriquait des outils. Les nourrissons et les personnes âgées restaient près des endroits les plus chauds. Rien n'était laissé au hasard. Tout était planifié. Dans les steppes dépourvues d'arbres, le bois était rare. Nos ancêtres ont donc développé une autre source d'énergie, du fumier de mammouth séché et préparé spécialement pour servir de combustible. Les analyses chimiques montrent qu'il était traité pour optimiser sa combustion. Il ne brûlait pas simplement ce qu'il trouvait, il gérait leur combustible comme une ressource stratégique, puis venait la ventilation.
Et c'est là que les ingénieurs arctiques modernes sont véritablement impressionnés. Sans circulation d'air adéquate, l'humidité produite par la respiration et la cuisson s'accumule. Par température négative, cette humidité gèle et la structure finit par se dégrader de l'intérieur. À Kostenki, les archéologues ont identifié des systèmes de circulation d'air soigneusement conçus. De petites ouvertures près du sol faisaient entrer l'air frais. Des ouvertures plus larges près du sommet permettaient à l'air chaud chargé d'humidité de s'échapper. Que se passait-il à l'intérieur de ces abris lorsque le soleil disparaissait ? Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres se couchaient au coucher du soleil et se réveillaient avant l'aube. Mais ils ne dormaient pas comme nous. Leur sommeil se déroulait en 2 phases. 4 heures de sommeil, puis 1 à 2 heures d'éveil, puis encore 4 heures jusqu'au matin. Ce n'était pas de l'insomnie. C'était probablement le rythme naturel de l'être humain. Un modèle observé dans de nombreuses cultures et confirmé par des expériences modernes. Les soirées autour du feu étaient différentes du reste de la journée. Le jour, les conversations concernaient surtout la chasse, les ressources et l'organisation. La nuit, les histoires dominaient. Le feu de camp fut le premier théâtre, la première salle de classe, le premier lieu de transmission culturelle.